Ils lui ont complètement retiré le cœur, pas de transplantation, pas de remplacement, juste une machine silencieuse. Et un homme qui continuait de sourire. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce qui est arrivé à Craig Lewis. Un homme qui a vécu sans battement de cœur, qui a ressenti de l'amour sans poule et qui est mort avec plus de cœur que n'importe qui d'autre. Mais avant son dernier souffle, il a tenu sa fille dans ses bras pour la première fois et lui a murmuré « Elle est à ma deuxième chance ». Ce n'est pas seulement une histoire, c'est une question. Qu'est-ce qui nous maintient vraiment en vie? Notre battement de cœur ou ce que nous faites en ce que vous voulez? Abonnez-vous dès maintenant si vous êtes prêt à ressentir quelque chose de réel. Il n'y avait aucun bruit dans la pièce. Juste un léger murmure mécanique, constant et froid comme un réfrigérateur qui tourne en pleine nuit. Pas de battement de cœur, pas de pouls, pas de rythme de vie. Et pourtant, Craig Lewis était bien vivant. La plupart des gens ne pensent pas à leur cœur. Il est juste là, régulier, familier. La bande-son de l'existence. Mais que se passe-t-il lorsque ce son disparaît? Non pas parce que vous êtes mort, mais parce que votre cœur a été retiré. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas une expérience médicale futuriste. Cela s'est produit en 2011 dans une chambre d'hôpital tranquille à Houston, au Texas. Craig était allongé, immobile, sur un lit d'hôpital, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration, mais aucun battement n'était perceptible. Aucun écho dans ses oreilles, aucun battement lorsqu'il regardait la femme qu'il aimait. Les médecins lui avaient retiré son cœur. À sa place se trouvait une machine silencieuse, un appareil qui pompait le sang sans battre une seule fois. Techniquement, dira plus tard l'un des médecins, Craig est mort, mais biologiquement il est toujours là. Hein? Sa femme, Laura, était assise à côté de lui, lui serrant la main comme si elle s'accrochait à un souvenir. Elle avait mémorisé le rythme de son cœur pendant des décennies. Comment il s'accélérait quand il riait, comment il ralentissait quand il s'endormait à ses côtés. Mais maintenant, alors qu'elle posait sa tête sur sa poitrine, il n'y avait plus que le silence, comme s'il reposait contre une pierre. Et pourtant, Craig souriait. C'est étrange, disait-il, de ne plus s'entendre. Le chemin qui avait conduit Craig à ce moment n'avait pas été rapide. Il n'avait pas été dramatique. Il avait commencé tranquillement, comme la plupart des choses qui changent de votre vie. Au début, il était essoufflé lorsqu'il montait les escaliers. Puis il a commencé à avoir des vertiges au travail. Il a mis cela sur le compte à l'âge, au travail ou au stress, jusqu'au jour où il s'est effondré dans son garage. Laura a crié son nom en composant le 911 avec les mains tremblantes. Ils ont dit que son cœur était défaillant, pas partiellement, mais complètement. Il lui restait 12 heures à vivre, à moins qu'il n'essaie quelque chose personne au monde n'avait survécu à long terme auparavant. Une machine, pas de cœur, juste du sang qui circule. Quand le médecin lui a expliqué, Craig n'a pas bronché. Il a regardé Laura, les yeux déjà remplis de larmes, et a dit « Si je peux rester encore un peu plus, je le ferai, mais arrêtons-nous là. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un miracle médical. Il ne s'agit pas de technologie ou de survie. C'est une histoire sur ce que signifie être humain lorsque ce qui définit la vie, les battements de ton cœur, a disparu. Car même après le succès de l'opération, même après que Craig a ouvert les yeux et a esquissé ce premier sourire fatigué, il manquait quelque chose. Pas seulement le muscle de sa poitrine, mais quelque chose de plus profond. Quand ton cœur ne bat plus, peux-tu encore ressentir de l'amour? Quand ton corps est immobile, peux-tu encore te sentir vivant? Craig était sur le point de le découvrir. Avant les chambres d'hôpital, avant les tubes et les machines, avant que la mort ne vienne frapper poitrine, Craig Lewis menait une vie simple. Le genre de vie qui s'efface peu à peu de la mémoire, mais qui construit l'âme d'un homme jour après jour. Il avait 50 ans lorsque tout a commencé. Mais pendant la majeure partie de sa vie, Craig était un habitant discret de la ville de Houston. C'était le genre d'homme que les voisins aimaient saluer de l'autre côté clôture. Un homme qui réparait lui-même sa voiture, payait ses factures à temps et avait toujours une bouteille de bière fraîche dans le réfrigérateur. Sa maison se trouvait dans une rue ombragée bordée de pacanières qui craquaient sous le vent du Texas. Il la partageait avec Laura, sa femme depuis 27 ans. Ils avaient construit leur vie entre ces murs, pièce par pièce, souvenir par souvenir, l'odeur du pain de maïs cuit, le bruit le son des vieux disques de Johnny Cash jouant dans le garage, et le doux fredonnement de Laura qui arrosait les hortensias au coucher du soleil. Craig avait un jour dit à un ami qu'il mesurait le bonheur à l'aube des matins tranquilles.
Si vous pouvez boire un café avec la femme que vous aimez sans dire un mot pendant 10 minutes, et vous vous sentez toujours compris, c'est ça. C'est ça, la vie. Il travaillait comme ingénieur en système pour une entreprise d'alimentation électrique. Ce n'était pas très glamour, mais il aimait la structure, la prévisibilité, le calme. Il aimait l'ordre. Les machines avaient un sens pour lui. Les fils, les interrupteurs, le courant. Vous alimentez correctement le système et il continue de fonctionner. C'est simple, mais ce sont les sentiments des gens qui comptent. C'était l'appartement de Laura. Ils se sont rencontrés de la manière la moins romantique qui soit, dans une station-service. Sa voiture était tombée en panne. Craig, avec son jean poussiéreux et sa casquette usée par le soleil, s'est approché et lui a proposé de jeter un œil. Elle a accepté, même si elle était sceptique. Quand il a ouvert le capot et a sorti un tuyau qui fuyait avec l'assurance d'un chef d'équipe de mécanicien, elle a ri. « Tu as toujours tes tuyaux de rechange dans ton camion ?» a-t-elle taquiné. « Non » a-t-il répondu. « Mais j'ai toujours espoir. » C'était une phrase ringarde. Elle leva les yeux au ciel, mais elle ne l'oublia pas. Lui non plus. Leur amour était de ceux qui prend du temps à remarquer et encore plus à oublier. Ils étaient différents à bien des égards. Laura était chaleureuse, franche et toujours 3 longueurs d'avance sur le plan émotionnel. Craig était calme, réfléchi et loyal d'une manière qui n'avait pas toujours besoin de mots. Il n'avait pas d'enfant, non pas par manque d'efforts. Laura avait fait 2 fausses couches au début de leur mariage. Les 2 fois, suffisamment tard pour sentir le bébé bouger, puis plus rien. Après la 2e fois, elle s'est assise sur le sol de la cuisine un matin, les mains posées sur son ventre, et murmura « Je crois que nous sommes destinés à n'aimer que l'un l'autre dans cette vie. » Ah. Craig ne répondit pas tout de suite. Il s'assit simplement à côté d'elle, l'enlaça et la laissa pleurer. Il n'a plus jamais abordé le sujet. Mais parfois, tard dans la nuit, Laura se réveillait et voyait Craig regarder par la fenêtre en fredonnant une berceuse pour personne. Malgré tout, ils ont mené une belle vie ensemble. Ils ont voyagé. Une fois par an, généralement en voiture, dans un endroit sans prétention. Un week-end à Austin, une cabane en Arkansas. Ils adoraient les magasins d'antiquités, les diners et les motels qui sentaient les années 1970. Ils collectionnaient les cartes postales, mais ne les envoyaient jamais. Craig en avait une boîte à chaussures pleine dans le garage. Un jour, il a dit « On va faire un album ». Le dimanche, Craig jouait de la guitare. Il n'était pas très doué, mais il avait une voix grave, douce comme du sirop chaud. Il a aimé chanter de vieilles chansons, des chansons sur les trains, les rivières et les cœurs qui ne savaient pas quand cesser d'aimer. Laura s'asseyait toujours sous le porche et elle se balançait avec une tasse de thé glacé, tapant du pied. De temps en temps, elle criait « Joue celle qui te fait pleurer ». Il levait les yeux au ciel, accordait un peu sa guitare et se mettait à chanter « If tomorrow never comes ». Et quand il chantait cette phrase, savait-elle à quel point je l'aimais? Sa voix se brisait toujours un peu car elle le savait, et il savait qu'elle le savait. Mais le fait de le dire à voix haute, même dans une chanson, rendait tout cela à nouveau réel. C'était Craig. Sentimental quand personne ne regardait, toujours à l'écoute, toujours en train de se souvenir. Il se souvenait comment Laura aimait son café. Une demi-cuillère de sucre, pas de lait. Il se souvenait du film qui l'avait le plus fait pleurer. Tendre parole. Il se souvenait de leur anniversaire, non pas parce que c'était marqué sur le calendrier, mais parce qu'il avait conservé un petit ticket usé de la fête foraine où ils avaient échangé leur premier baiser. Un jour, Laura lui avait demandé « Pourquoi gardes-tu toutes ces petites choses stupides ?» Craig l'avait regardé, il s'interrompit et dit « Parce qu'un jour je ne m'en souviendrai plus, et j'ai besoin de quelque chose qui s'en souvienne. » Mais ce que Craig ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que la mémoire ne serait pas la première chose qu'il perdrait. Ce serait quelque chose plus profond, quelque chose de plus fort, la chose autour de laquelle chaque instant de leur vie avait été construit, la chose qui rendait chaque baiser, chaque larme, chaque chanson possible, son cœur. Cet été-là, Craig a commencé à se sentir fatigué. Pas seulement fatigué après une longue journée de travail, mais quelque chose de plus profond. Il ne pouvait pas finir de tondre la pelouse sans, il s'est arrêté 2 fois. Il était essoufflé en montant les escaliers. Un soir, après le dîner, il s'est levé et toute la pièce s'est mise à tourner sur le côté. Laura l'a rattrapé avant qu'il ne tombe par terre. « Aïe, ça va », a-t-il dit. « J'ai juste eu un petit vertige. »« Craig », a-t-elle chuchoté, « ça n'est pas bien depuis des semaines. Il a promis d'aller voir un médecin. Il ne l'a fait que le lendemain matin. Alors qu'il cherchait sa boîte à outils dans le garage, il est tombé.
Il s'est effondré comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Laura l'a retrouvé quelques secondes plus tard, inconscient, les lèvres légèrement bleues. Elle a crié il l'a appelé, a composé le 911, lui a tenu la main pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital, lui murmurant « Reste! Reste !» Il laisse rester, mais quelque chose en lui avait déjà commencé à s'éteindre. Les salles des urgences étaient un flou de lumière stérile et de chaos silencieux. Les machines émettaient des bips rythmés. Seules les infirmières comprenaient, quelque part, quelqu'un pleurait. Ailleurs, un moniteur affichait une ligne plate. Mais dans la chambre 314, le temps s'était immobile. Craig gisait inconscient, des tubes dans le nez, des fils collés sur la poitrine et des moniteurs l'entouraient comme des sentinelles vigilantes. Laura était assise à ses côtés, sa main serrée dans la sienne, la tenant comme si une bouée de sauvetage. Sa peau était froide. Pas le genre de froid qui disparaît avec une couverture, le genre qui s'infiltre de la laie intérieure, celui qui murmure que quelque chose est en train de s'éteindre. Le médecin est arrivé avec un bloc-notes et des yeux qui ne clignaient pas assez. Dr Patel, indo-américain fin de la quarantaine. Le genre de calme qui vient de décennies passées dans service des urgences. « Madame Louise, commença-t-il, le cœur de votre mari est en train de s'arrêter complètement. » Les lèvres de Laura tremblaient. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Cela signifie, répondit le médecin avec précaution, que son cœur ne pompe plus le sang efficacement. Ses organes commencent à se déprimer. Si nous n'intervenons pas, il ne passera probablement pas passer la nuit. » Elle fixa le visage de Craig, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, sa poitrine se soulevant lentement de façon mécanique. Il semblait endormi, mais il n'y avait aucune paix dans cette immobilité, seulement de l'absence. « Y a-t-il une greffe disponible ?» demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. « Non, répondit-il, il y a une liste d'attente. Cela pourrait prendre des semaines, voire des mois. Il n'a pas autant de temps. » Le silence tomba comme une couche de glace, puis le médecin reprit la parole. « Il existe une option, expérimentale, radicale, mais c'est la seule chance qu'il a. » Laura plissa les yeux. « Quel genre d'option ?» Le docteur Patel hésita, puis fit un signe vers le couloir. Ils sortirent de la pièce. Il existe un appareil LVAD, un dispositif d'assistance ventriculaire gauche. Normalement, il soutient un cœur faible, mais dans ce cas, nous retirerions complètement le cœur, et l'appareil ferait circuler le sang en utilisant un débit continu. Pas de battement, pas de pouls, Laura cligna des yeux. Vous voulez dire qu'il serait vivant, mais sans battement de cœur? Oui. Pas de poules, pas de battement de cœur, mais vivant. Les mots n'avaient aucun sens. Comment quelqu'un pouvait-il vivre sans cœur? Comment une machine pouvait-elle faire quelque chose d'aussi intime, d'aussi puissant? Le docteur Patel lui expliqua les bases. L'ELVAD fonctionnait comme une turbine. Le sang entrait et sortait constamment, silencieusement. Il y avait eu un essai concluant. Un seul, mais cet homme n'avait survécu que 5 jours. « Je ne vais pas vous mentir », avait-il dit. Je n'ai jamais essayé cette méthode à long terme, mais Craig est fort. Son corps pourrait le supporter. Et si ce n'est pas le cas, il mourra rapidement. Mais il est déjà en train de mourir. C'est la seule porte qui reste ouverte. De retour dans la chambre, Craig remua. Ses yeux papillonnèrent, puis s'ouvrirent lentement, hésitant. Laura se pencha près de lui. « Hé !» murmura-t-elle en lui caressant la joue. « Tu es toujours là ?» tenta-t-il parler. Rien ne sortit. Ses lèvres bougeaient comme des ombres. Elle approcha un verre d'étio de sa bouche et le laissa boire une gorgée. Puis il hocha faiblement, à peine perceptible. Une infirmière apporta un bloc-notes et des formulaires de consentement. Craig avait pour signer. Les médecins lui avaient tout expliqué. Le reste était un saut dans l'inconnu. Laura le regarda, les yeux remplis de toutes les émotions qu'un cœur peut contenir. « Ils veulent enlever ton cœur, dit-elle d'une voix tremblante, et le remplacer par une machine. Plus de battements de cœur, plus de pouces. Mais tu serais toujours là. » Peut-être. Craig cligna lentement des yeux, assimilant ces mots. Puis il chercha sa main et la serra doucement. « Je n'ai pas besoin d'un battre, » murmura-t-il. « Tant que je peux encore te voir. » C'était à peine audible, mais c'était lui, et c'était assez. Laura signa les papiers. Craig traça lentement sa signature, le stylo glissant comme une rivière fatiguée. Alors qu'il l'emmenait vers la salle d'opération, Laura se pencha et l'embrassa sur le front. « Reste. Quoi qu'il arrive, reste.
Il ne dit rien, mais elle sentit ses doigts se crisper légèrement, comme un code secret que eux seuls connaissaient. Puis il disparut derrière les doubles portes. La salle d'opération semblait plus froide que d'habitude. Les néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes, l'équipe chirurgicale bougeait avec une précision synchronisée. Les masques, les gants, les instruments cliquetaient doucement sur les plateaux métalliques. Mais sous les mains sûres et les voix calmes, il y avait une tension palpable, épaisse, inexprimée. Ils étaient sur le point de retirer le cœur d'un homme sans le remplacer. Le docteur Billicon se tenait aux côtés de Craig, les mains aussi fermes que jamais. À ses côtés se trouvait le docteur Bud Frazier, une légende dans le domaine des innovations cardiaques. Ensemble, ils tentaient ce qui n'avait jamais été fait de réussir depuis plusieurs jours, maintenir en vie un être humain sans battement cardiaque naturel ou mécanique. La poitrine de Craig. Elle se leva et s'affaissa lentement sous l'effet de l'anesthésie. Les machines bipaient et cliquetaient, surveillant chaque détail. Le moment est arrivé. Le silence s'est fait dans la pièce lorsque le Dr. Frazier a pratiqué l'incision. Les couches de peau et de muscles ont été écartées. Les côtes se sont écartées, puis le cœur apparut. Il était gonflé, défaillant, fatigué. « Commençons », dit Con. Au cours des heures qui suivirent, l'équipe chirurgicale travailla méthodiquement pour retirer le cœur de Craig morceau par morceau. Les vaisseaux ont été redirigés, des tubes implantés. À la place de l'organe qui battait, il y avait désormais une paire de turbines, petites, efficaces, silencieuses. Le système LVAD fut mis en service. La machine siffla doucement et le sang commença à couler. Pas par battement, pas en rythme, mais en un flux continu et régulier, flux continu et homogène. Il n'y avait ni pouls, ni battement, ni aucun signe de vie. Mais les moniteurs restaient verts, les chiffres étaient stables. Craig était en vie. La nouvelle se répandit rapidement dans l'hôpital. Les infirmières, les médecins, même les agents d'entretien chuchotaient à propos de cet homme sans poule qui n'était pas mort. Certains parlaient de miracle, d'autres d'une étrange science. Laura appelait cela simplement de l'espoir. Quelques heures plus tard, Craig fut transféré en salle de réanimation. Toujours inconscient, toujours vivant, Laura attendait à côté de son lit, fixant l'homme qu'elle aimait. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Des fils étaient toujours enroulés sur son corps comme des lianes. Elle ne put s'en empêcher. Elle tendit lentement la main et posa son oreille contre sa poitrine. Rien, aucun rythme, aucune chaleur venant de l'intérieur, seulement la vibration infime de la machine qui faisait son travail. Elle se recula en arrière, les larmes aux yeux. Cela semblait faux, comme s'il était là, mais quelque chose vital avait été volé. Craig remua, ses paupières papillonnèrent. « Craig », murmura-t-elle en se penchant vers lui. Il cligna des yeux groggy, puis ses yeux trouvèrent les siens. « Tu es venu, dit-elle en forçant un sourire à travers ses larmes. Il essaya de parler. Sa gorge sèche était craquelée. Elle versa de l'eau dans un gobelet et approcha la paille de ses lèvres. Il but, puis murmura. « Pas de tambour, pas de musique. » Elle rit doucement, bien que cela brise quelque chose en elle. « Tu as toujours une chanson, dit-elle. Juste un rythme différent. » Plus tard dans la nuit, une jeune résidente est entrée dans la chambre pour vérifier les signes vitaux de Craig. Elle a placé 2 doigts sur son poignet, puis fronça les sourcils et réessaya. Rien. Alarmée, elle vérifia son cou, puis sa poitrine. Toujours rien. Elle courut chercher un médecin. Le docteur Patel revint, calme comme toujours. « LVAD, dit-il avec un sourire. Pas de pouls, c'est bien ça? Le problème. L'interne le fixait. Il est vivant sans pouls. Oui. » Patel acquiesça. Pas de battement de cœur, mais bien vivant. Laura était assise là, à nouveau stupéfaite. Comment acceptez-vous qu'une personne puisse vivre sans le son même que vous associez à la vie? Cette nuit-là, elle se blottit chaise de l'hôpital à côté de son lit. Elle a pris sa main et l'a posée sur son cœur. « Le mien bat toujours, » murmura-t-elle. « Tu peux me l'emprunter pendant un moment. » Il ne répondit pas. « Je dors déjà. » Mais ses doigts se resserrèrent légèrement autour de la sienne, juste assez pour dire « Je l'entends, la guérison fut lente. » Le genre de lenteur qui donne l'impression que le temps est une punition. Les jours se confondaient avec les nuits. Les infirmières allaient et venaient d'un pas mesuré et des mains calmes. Laura ne quittait presque pas la pièce, sauf pour prendre une douche et aller chercher le chewing-gum préféré de Craig au distributeur automatique. Cannelle. Toujours de la cannelle. Craig ne parlait pas beaucoup au début. Il était fatigué, groggy, désorienté. Les premiers jours, il regardait le plafond plus qu'il ne la regardait.
Et quand il parlait, c'était de manière sèche. Des réponses courtes, questions vides. « Comment ça va au boulot ? » ?»« Ça va. T'as faim ? » ?»« Pas vraiment. » Elle essayait de ne pas le prendre personnellement, mais même l'amour le plus fort ne peut s'empêcher de souffrir lorsqu'il est touché trop doucement. Puis vint la nuit où il lui demanda de fermer les stores. « Je ne veux pas qu'il me regarde, » dit-il. « Qui ?» demanda-t-elle. « Tout le monde. »« Il n'est à personne, Craig. » Il tourna son visage vers le mur. « Exactement. » Elle ne comprit pas tout de suite. Mais au fil des jours, elle commença à percevoir la guerre silencieuse se dérouler derrière ses yeux. Ce n'était pas seulement le silence dans sa poitrine, c'était le silence dans son âme. Aucun battement de cœur, cela ne provoquait aucun battement de cœur lorsqu'elle entrait dans la pièce. Aucune palpitation lorsqu'elle l'embrassait. Aucune accélération du pouls lorsque ses doigts effleuraient sa peau. Et il le remarquait à chaque fois. Un soir, elle tendit le bras pour l'embrasser. Il détourna la tête. « Non !» murmura-t-il. Elle se figea. « Craig, je ne peux pas ressentir ça, Laura. » dit-il sans la regarder. « Pas comme avant. Tu me touches et il ne se passe rien. » Sa voix se brisa, non pas à cause du volume, mais à cause de quelque chose de pire, la honte. Laura eut la gorge serrée, elle s'assit à côté de lui, posa doucement sa main sur son bras. « Ça va aller, dit-elle. Tu es en train de guérir. Tu as vécu l'enfer. » Craig secoua la tête. « Ce n'est pas seulement ça. Je me sens vide, comme si je n'étais même plus un homme. Comme si j'étais là, mais que je fonctionnais uniquement grâce à des défis. » Laura se mordit la lèvre. Il ne parlait pas seulement de sexe. Il parlait de l'identité, de la virilité, du contrat tacite qu'il y a un mari, un protecteur, un partenaire. Et maintenant, il avait l'impression de n'être plus rien de tout cela. Elle essaya de le réconforter, de lui rappeler tous ce qu'ils avaient encore. Mais les mots n'avaient plus le même impact qu'avant. Il souriait, acquiesçait, disait qu'il allait bien, mais l'espace entre. Il s'élargissait chaque jour davantage. Puis, discrètement, il s'installa dans la chambre d'amis. Il disait que c'était parce qu'il ne voulait pas la déranger dans son sommeil, que le bruit de la machine le dérangeait, que le matelas lui faisait mal au dos, mais Laura savait bien que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas une question de confort, c'était une question de distance. Tard dans la nuit, elle passait devant la porte et n'entendait rien. Pas un ronflement, pas un soupir. Juste le ronronnement sourd et constant de l'appareil à l'intérieur de lui. Elle pleurait de plus en plus, souvent maintenant, des cris doux et silencieux dans la salle de bain où il ne pouvait pas l'entendre. Non pas parce qu'il avait changé, mais parce qu'il pensait qu'il était devenu moins important. Un matin, elle le trouva dans le garage, immobile devant le miroir au-dessus de l'ancien établi, torse nu, le regard fixe. Elle l'observa un moment, sans qu'il la remarque. Sa poitrine était marquée de cicatrices, une ligne rose nette descendait au milieu. Le câble de la machine sortait de son abdomen, le reliant à une source d'énergie qui pendait à ses côtés comme une bouée de sauvetage. Il leva la main et toucha la cicatrice, puis appuya sa paume à plat contre sa poitrine. Rien. Laura s'avança. Craig. Il se retourna brusquement, surpris, les yeux remplis d'entre l'excuse et la gêne. « Je ne me reconnais plus, dit-il doucement. » Elle prit une respirée, s'approcha de lui et enroula doucement ses bras autour de sa taille. Son corps était froid, pas sans vie, mais toujours immobile. « Tu es toujours là, » murmura-t-elle. « Tu es toujours à moi. » Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, elle sentit la douleur de « il manquait quelque chose ». Pas l'amour, pas la complicité, mais le rythme. Et elle comprit que le rythme avait toujours été leur langage. C'est un mercredi soir, vers 23h30, que Laura trouva la lettre. Elle était allée dans la chambre d'amis pour prendre du linge, pensant que Craig s'était déjà endormi. La machine à laver près de son lit émettait un bourdonnement constant comme le vent dans un tunnel, mais le lit était vide. Une petite lampe brillait dans le coin. Et sur l'oreiller, il y avait une feuille de papier lignée, pliée en deux, avec son nom écrit à l'extérieur d'une écriture lente et soignée. Laura la déplia avec des mains tremblantes. « Laura, je ne sais pas comment te dire ça en face. Je ne pense pas avoir les mots justes pour le dire. Je sais que tu as essayé. Je le vois tous les jours dans la façon dont tu t'assois à côté de moi, même quand je ne parle. À la façon dont tu souris, même quand je ne te donne aucune raison de sourire. Mais je ne peux pas continuer à prétendre que je suis toujours l'homme tu t'es marié. Je me regarde dans le miroir et je vois une coquille vide. Je ne ressens pas ce que je suis censé ressentir. Je ne me réveille plus avec cette urgence dans ma poitrine, ni pour la vie, ni même pour toi. Et cela me terrifie.
Ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, c'est parce que je t'aime. Et je ne veux pas que tu passes le reste de ta vie à aimer un demi-homme. Si je pouvais machine et partir de mon propre chef, je le ferais. Mais cette décision ne m'appartient pas. Plus maintenant. Alors, si je m'éloigne, sache que ce n'est pas parce que je ne t'aime plus. C'est parce que je veux que tu sois libre d'aimer quelqu'un qui puisse vraiment t'aimer comme tu le mérites. Je suis désolé, Craig. Elle s'assit sur le bord du lit, la lettre ouverte sur ses genoux, les yeux remplis de larmes qui refusaient de couler. Pendant un instant, elle ne put respirer. Puis elle se leva, essuya son visage et se dirigea silencieusement vers leur chambre. Dans le tiroir du haut de la commode, elle sortit une vieille chemise en flanelle, la préférée de Craig. Elle avait une déchirure sous la manche et des boutons qui n'allaient pas ensemble. Il la portait tous les week-ends, disant qu'elle lui donnait l'impression d'être lui-même. Après l'opération, il ne l'a plus jamais touchée. Elle a passé les 2 heures suivantes à la table de la cuisine, une aiguille et du fil à la main, le cœur battant non pas de peur, mais de lucidité. Au matin, le ciel était d'un gris doux. Craig revint de sa promenade solitaire, une activité qu'il avait commencé à pratiquer tardivement. Une nuit où le sommeil refusait de venir. Il se déplaçait lentement, comme un homme qui n'était pas sûr d'avoir sa place dans sa propre vie. Lorsqu'il entra dans la cuisine, il se figea. La chemise s'était soigneusement pliée sur la table, avec une note posée dessus. « Tu es toujours toi. L'amour n'a pas besoin de rythme, il a besoin de présence. Et c'est là. » Il déplia la chemise, perplexe. C'est alors qu'il la vit. À l'intérieur du col, cousu à la main par Laura avec du fil bleu foncé, se trouvèrent les mots « Je t'entends toujours », même dans le silence. Craig resta là, les yeux fixés sur la chemise. Ses mains, il tremblait en ramassant la chemise. Pendant quelques longues secondes, il resta immobile. Puis, lentement, il glissa ses bras dans les manches et la boutonna. Elle pendait sur son corps amaigri, mais il avait l'impression qu'elle le protégeait. Il se regarda dans le miroir du couloir. Il ne ressemblait pas à un fantôme, il ressemblait à Craig Lewis. Laura entra dans la pièce avec une tasse de café. Il se tourna vers elle, les yeux rouges mais clairs. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Je n'ai jamais été amoureuse de toi, mon cœur, Craig, » dit-elle. « J'étais amoureuse de l'homme qui était prêt à renoncer à tout pour rester avec moi. Il ne dit rien d'abord, il s'est simplement avancé et l'a serré dans une longue étreinte immobile. Pas de rythme, pas de battement, mais Laura pouvait sentir son poids, solide, présent, vivant. Et pour la première fois depuis des semaines, Craig sentit quelque chose bouger en lui. Pas le sifflement mécanique de l'élevate, ni le murmure de l'électricité, mais une chaleur, faible, familière comme le début d'une musique. Quelques semaines après ce matin-là, Craig portait la chemise en flanelle chemise. Quelque chose avait changé entre eux, pas de façon spectaculaire, pas comme dans les films où l'amour revient en force avec orchestre et feu d'artifice. Non, c'était plus subtil que ça. La façon dont Craig s'attardait dans la cuisine, debout près de Laura pendant qu'elle préparait le café, la façon dont sa main cherchait la sienne sans qu'il s'en rende compte pendant qu'il regardait les. La façon dont le silence entre eux recommençait à ressembler à de la musique. Mais sous cette progression silencieuse, quelque chose d'autre était changement. Chez Laura, tout a commencé par un vertige un matin. Elle n'y a pas prêté attention, mettant cela sur le compte du stress ou du manque de sommeil. Mais ensuite sont apparues les nausées, une sensibilité soudaine à l'odeur de l'ail, une douleur sensible qui s'était répandue dans sa poitrine un mardi pluvieux. Au début, elle n'en avait pas parlé à Craig. L'espoir était une chose dangereuse. Elle avait déjà vécu 2 grossesses, qui s'étaient toutes 2 soldées par un échec. Elle n'avait même plus envisagé cette possibilité. Les médecins lui avaient dit que ses chances étaient en quasi nulles à son âge, surtout après ce que son corps avait enduré. Et pourtant, un jeudi matin, alors que Craig était assis sous le porche en train de siroter son café, Laura se tenait pieds nus dans la salle de bain, les yeux fixés sur un bâton en plastique, dans ses mains tremblantes. 2 lignes roses, positives, sont respirées. Les larmes lui montèrent aux yeux. Pas de joie, pas de peur, quelque chose de plus profond, de plus ancien, un mélange d'amour, de chagrin, de souvenirs et de miracles. Elle s'assit sur le couvercle fermé des toilettes et murmura « Impossible, mais c'était bien là, indéniable. » Plus tard dans la journée, elle prit rendez-vous à la clinique. Elle ne dit rien à Craig, se contentant de lui dire qu'elle avait besoin de vérifier les résultats de ses dernières analyses sanguines. Il l'embrassa sur le front et lui dit de conduire prudemment. À la clinique, salle d'échographie était petite, stérile
et faiblement éclairée. L'infirmière sourit gentiment en déplaçant la sonde sur le ventre de Laura Ventre. Puis elle l'aperçut. Un petit battement sur l'écran noir et blanc, un battement de cœur. Laura couvrit sa bouche de main. Ce n'était pas fort, juste un léger battement rythmique qui résonnait à travers les haut-parleurs, mais cela remplissait toute la pièce. L'infirmière, sentant le moment venu, demanda doucement « Voulez-vous un enregistrement ?» Laura acquiesça. Elle quitta la clinique avec une petite clé USB dans son sac à main. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait avec. Elle savait seulement que le son de ce fichier était plus qu'un simple enregistrement médical. C'était une preuve, la preuve que quelque chose en elle fonctionnait encore, que malgré tout, les fausses couches, le chagrin, les longues années de silence, son corps avait retrouvé le goût de l'espoir. Ce soir-là, Craig était assis à table, feuilletant distraitement un vieux magazine de guitare. Laura posa un bol de soupe devant lui, puis s'assit en face de lui, le regardant sans parler. Il leva les yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle sourit doucement. Rien ne va pas. Mais elle ne dit rien d'autre. Elle ne pouvait pas encore, parce que ce n'était pas seulement son secret, c'était le leur. Et bientôt, elle trouverait le bon moment pour lui faire entendre ce qu'elle avait entendu, pour lui faire sentir à nouveau un cœur battre, mais pas le sien. 3. Quelques jours plus tard, la pluie est revenue. Houston était doué pour ça. Des tempêtes douces et persistantes qui donnaient l'impression que tout était plus lourd. Craig était assis sous le porche, une couverture sur les genoux, écoutant le bruit discret de l'eau qui ruisselait le long des gouttières. Il avait un livre ouvert, mais ne lisait pas. Les pages tournaient lentement, plus par habitude que par attention. Laura sortit et se tint dans l'embrasure de la porte, le regardant. Il y avait quelque chose de fragile dans sa façon d'être assis, comme un homme. Il essayait encore de trouver sa place dans le monde. Elle avait passé toute la journée à réécouter le fichier contenant les battements de cœur à nouveau. Le battement régulier et doux était à peine plus fort qu'un murmure. Il semblait comme un secret. À présent, alors que la tempête enveloppait leur maison, elle glissa quelque chose de petit dans la poche de son manteau et se dirigea vers lui. « Salut » dit-elle doucement. Il leva les yeux. « Salut, ça te dérange si je m'assois? Tu n'as pas besoin de demander. » Elle s'assit à côté de lui. Pendant un moment, ils écoutèrent simplement la pluie. Puis, lentement, Laura sortit Elle sortit un petit enregistreur de sa poche. Il était vieux, du genre avec de vrais boutons et une petite lumière rouge. Craig le regarda avec curiosité. « Je veux te jouer quelque chose, » dit-elle. Il hésita. « Qu'est-ce que c'est ?»« Fais-moi confiance. » Elle appuya sur « Play ». Au début, il ne se passa rien. Puis, à travers un léger grésillement, un son se fit entendre. Boum, 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 boum. Craig cligna des yeux. Son corps se tendit légèrement. Il regarda Laura. Qu'est-ce que c'est? Elle ne dit pas un mot tout de suite. Sa main trouva la sienne, dit-elle, la voix tremblante. Est-ce que c'est celle de notre bébé? Battement de cœur. Le silence s'installa. Pas le genre de silence qui vient de l'absence, le genre qui vient d'une émotion trop forte d'un seul coup. Craig fixait devant lui, les yeux écarquillés. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Seulement son souffle. Il baissa les yeux vers son ventre, puis les releva vers son visage. « Tu es Laura » acquiesça, les yeux brillants. « Nous ne l'avons pas prévu. Je ne pensais même plus que c'était possible, mais c'est vrai. Je l'ai entendu. Je l'ai vu. » Elle lui serra la main. « Et maintenant, toi aussi. » Reig détourna la tête un instant. Ses épaules tremblaient. Au début, Laura crut qu'il riait, puis elle comprit qu'il pleurait. Pas le genre de pleurs qui viennent de la tristesse. Le genre qui vient du souvenir de ce que signifie ressentir à nouveau. Il se couvrit le visage d'une main et, de l'autre, attrapa l'enregistreur qu'il serra contre sa poitrine. « C'est le premier battement de cœur que j'entends depuis des mois, » murmura-t-il. « Et ce n'est pas le mien. » Laura appuya sa tête contre son épaule. « Tu n'as peut-être plus de battements de cœur, » dit-elle. « Mais ça ne veut pas dire que tu as cessé de créer la vie. » Ils s'assirent. Ils restèrent ainsi pendant un long moment. La pluie s'adoucit. Le monde redevint silencieux. Mais en eux, au plus profond d'eux-mêmes tout, quelque chose de nouveau avait commencé à grandir. Pas seulement un enfant, mais un avenir. Pour la première fois depuis des mois, Craig se réveillait avant que le réveil ne sonne. Aucun battement de cœur ne venait le tirer de son sommeil. Aucun battement dans sa poitrine lorsque ses rêves devenaient trop profonds.
Juste le doux bourdonnement de son appareil et une énergie grandissante qui ne venait pas de son corps mais d'un but plus profond. Cela a commencé tranquillement, comme la plupart des révolutions. Un ancien collègue de l'hôpital, le Dr Sanchez, avait demandé à Craig de prendre la parole devant un petit groupe de soutien pour patients souffrant d'insuffisance cardiaque. Seules 5 ou 6 personnes étaient présentes, assises sur des chaises pliantes dans un coin d'une salle de conférence. Craig est arrivé vêtu la même vieille chemise en flanelle que Laura lui avait raccommodée. Il se tenait debout, mal à l'aise, les mains dans les poches. Puis il prit la parole. « Je m'appelle Craig Lewis, commença-t-il, et je n'ai pas de battement cardiaque. » Il y eut quelques rires étouffés, quelques sourcils se sont levés, puis le silence s'est installé. « Mais j'ai une vie !» a-t-il poursuivi. « Et je ne suis pas venu ici pour vous donner des conseils médicaux. Je ne suis ni médecin ni prédicateur. Je suis juste un homme qui a dû décider si je voulais mourir en tant qu'homme avec un cœur ou vivre en tant qu'homme avec autre chose. » La pièce se pencha vers lui. Il leur a tout raconté. L'effondrement dans le garage, la décision terrifiante, le vide après, le silence, le doute, le bébé. Et quand il eut fini, 3 personnes pleuraient, l'une applaudissait. Les autres étaient assises, abasourdies. Il n'avait pas réalisé que son histoire avait un poids jusqu'à ce qu'elle tombe dans les mains de quelqu'un d'autre. La nouvelle s'est répandue. Au printemps, Craig prenait la parole 1 fois par semaine, puis 2 fois. Il a ensuite été invité à partager son histoire lors d'une conférence médicale à Dallas. Un podcast a suivi, puis un court article dans une revue de cardiologie. Finalement, une conférence TEDx. À chaque fois, son message est resté le même. « Je n'ai pas de pouls, mais je n'ai pas de limite. » Il a commencé à appeler cela « pulseless purpose ». Et ce n'était pas seulement une phrase, c'était une vérité. Un rappel que ce qui définit la vie, ce n'est pas le bruit dans votre poitrine, c'est ce que vous faites quand le bruit s'estue. Laura a observé tout cela comme quelqu'un qui assiste à l'épanouissement la fleur qu'elle croyait morte. L'homme qui se tenait autrefois silencieux devant un miroir, pleurant sa masculinité, se tenait désormais sûr sur les scènes à travers le pays, des micros fixés à son col, des fils qui coulaient sous sa chemise comme des lignes de vie, fier, sûr de lui, vivant, et pourtant chaque soir il rentrait chez elle. Il rentrait toujours à la maison. Un après-midi de fin juillet, ils se tenaient ensemble dans la chambre d'enfant, pliant de petits vêtements. Les murs étaient d'un jaune tendre. Un mobile représentant des étoiles tournait lentement au-dessus d'un berceau dont aucun d'eux n'avait osé rêver auparavant. Craig brandit un body. Trop petit. Laura rit, c'est pour un nouveau-né. Il pencha la tête. Ça a toujours l'air illégal. Il construisait un avenir, un tiroir à la fois. La même semaine, Craig termina d'écrire son premier livre. Le titre était simple, « Vivre sans cœur ». Ce n'était pas un manuel médical, c'était un mémoire, une lettre d'amour, une carte à travers le désert du silence. La dernière ligne du livre disait « Un cœur peut cesser de battre, mais l'amour, lui, continue ». Il l'a dédié à Laura et au battement de cœur qui a ramené le mien. 1 mois plus tard, par un dimanche après-midi chaud, Hope Lewis est venue au monde. 2 crieux en pleine forme et criant « Parfaite ». Craig n'était pas autorisé à entrer dans la salle d'accouchement, mais il se tenait juste devant la porte, faisant les 100 pas comme un homme en manque d'oxygène. Lorsque l'infirmière l'a sorti, emmailloté et endormi, il s'est effondré. Il l'a prise dans ses bras et, pour la première fois depuis des années, il a senti poids dans sa poitrine. Pas un battement, mais quelque chose de plus lourd, quelque chose d'éternel. Laura a regardé depuis le lit et a murmuré « Elle a tes yeux ». Craig a baissé les yeux. « Non », a-t-il dit. « Elle a les miens ?» Une seconde chance cette nuit-là. Pendant que Laura dormait et que le bébé ronflait dans son berceau à côté d'elle, Craig s'assit près de la fenêtre et sortit son vieil enregistreur. Il appuya sur « play », boum, 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 et bien que sa poitrine restât silencieuse, son cœur, ce qui comptait vraiment, battait plus fort que jamais. Tout avait commencé par une lettre, écrite à la main, tremblante, sûre, avec des coins tachés et des lignes irrégulières. Elle était arrivée à l'hôpital où Craig avait récemment parlé à une salle des patients atteints d'insuffisance cardiaque et des jeunes internes en médecine. L'enveloppe était simplement adressée à M. Craig Lewis, le homme sans pouls. Il l'ouvrit le soir même dans sa cuisine. Laura se baignait dans la pièce voisine, fredonnant doucement, sa voix à peine audible au milieu des éclaboussures d'eau. La lettre disait « Cher Monsieur Lewis, je m'appelle Jason et j'ai 13 ans. J'ai un problème avec mon ossie, je suis né avec. Les médecins disent que ça empire.
Je suis sur liste d'attente pour une nouvelle 1 an. Ma mère dit qu'il se peut qu'on ne trouve pas de donneur à temps. Mais j'ai vu ta vidéo sur Internet. Celle où tu dis que tu n'as plus pas de battement cardiaque mais que tu es toujours là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que si c'est le cas, peut-être que je ne vais pas mourir? Tu pourrais me répondre. Ou peut-être me rendre visite. J'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un qui n'abandonne pas. Ton ami, j'espère, Jason. Craig est resté immobile pendant un long moment après avoir lu la lettre. Il fixait le papier comme s'il s'agissait d'un miroir reflétant son propre à 13 ans. Il était effrayé, incertain, mais voulait croire qu'il y avait quelque chose après la peur. Il n'a pas hésité. Le lendemain, il a appelé le numéro indiqué sur l'enveloppe. Jason était soigné dans un hôpital pour enfants à seulement 40 minutes. Craig fit le trajet en silence. Pas de musique, pas de distraction, juste le bruit de la pluie sur le pare-brise et le doux murmure mécanique de l'appareil qui le maintenait en vie. À son arrivée, une infirmière le conduisit dans l'aile de cardiologie pédiatrique. Des murs clairs, des dessins animés sur les murs, des étagères remplies de livres que personne ne lisait. Les enfants n'avaient rien à faire ici, surtout pas dans cet état. Chambre 212. Il frappa doucement, puis ouvrit la porte. Jason était assis bien droit sur son lit, soutenu par des oreillers maigres, pâles. Ses bras étaient recouverts de 2 bandes et de tubes, mais ses yeux s'illuminèrent lorsque Craig entra. « Tu es venu ?» dit le garçon, dit-il, presque incrédule. Craig sourit. « Tu l'as demandé. » Jason le regarda de haut en bas. Son regard se posa sur le petit câble qui sortait du côté de Craig et disparaissait sous sa chemise. Ses yeux s'écarquillèrent. « Oh, c'est ça ?» Craig acquiesça. « C'est bien ça. Tu n'as vraiment pas de poule. » Craig s'approcha. « Tu veux voir quelque chose d'étrange ?» Il tendit la main, prit celle de Jason et la posa doucement sur sa poitrine. Jason attendit, les sourcils froncés. « Il n'y a rien. » Craig lui fit un clin d'œil. « Je te l'avais dit. Je suis pratiquement un super-héros. » Rit. Un son mi-tout, mi-joie, mi-joie. « Comment ça marche ?» Craig s'assit à côté de lui. « Oh, ça marche parce que je le voulais, parce que j'ai choisi de continuer même quand tout en moi me disait que j'étais déjà mort. » Jason, il baissa les yeux vers sa poitrine. « J'ai peur, murmura-t-il. Moi aussi. Ils disent que si je ne reçois pas un cœur rapidement, » Craig n'interrompit pas. Jason continua. « Je n'aurai plus de temps. » Craig se pencha en avant. « Tu m'as écrit parce que tu voulais la preuve qu'il est possible de continuer à vivre quand tout le monde dit que c'est fini. » Jason acquiesça lentement. Craig fouilla dans sa veste et en sortit le magnétophone, le même que celui que Laura avait utilisé. Il appuya sur « Play ». Boum, 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 boum. Jason avait l'air perplexe. « C'est le battement de cœur de qui ?»« Mes filles, » dit Craig. Jason cligna des yeux. « Tu as un enfant ?»« Oui, elle m'a sauvé la vie, et elle ne sait même pas encore parler. » Les garçons sourirent faiblement. Craig se leva. « Je reviens la semaine prochaine. Si tu veux, on pourra se parler. Ou simplement s'asseoir, ou tu peux me demander tout ce que tu veux. D'accord ?» Jason acquiesça un peu plus fort cette fois. « D'accord. » Alors que Craig sortait de la pièce, il ne se sentait pas comme un homme sans cœur. Il se sentait comme quelqu'un qui venait de prêter le sien à quelqu'un qui en avait plus besoin que lui. 2 semaines passèrent et Craig rendait visite à Jason tous les 2 ou 3 jours. Il parlait de tout, des cartes de baseball aux jeux vidéo en passant par l'injustice de la gelée servie à l'hôpital. Jason avait l'esprit vif et un sens de l'humour discret. Mais derrière les blagues se cachait un garçon qui avait appris à vivre avec le tic-tac des horloges et espoirs inassouvis. Puis l'appel est arrivé. Il était 2h18 du matin. Le téléphone de Craig a vibré sur la table de chevet. Il répondit sans réfléchir. « Monsieur Lewis », la voix à l'autre bout du fil était tendue. Une infirmière. L'état de Jason a pris un mauvais tournant. Il est en soins intensifs. Ils ne savent pas s'il passera la nuit. Craig était déjà sorti du lit avant que Kelly ait fini. Il ne s'est même pas changé. Il a juste enfilé son manteau, attrapé son magnétophone dans le tiroir et s'est précipité de la porte. Les routes étaient désertes, à part la pluie. Il pleuvait à verse, formant des rideaux sur le pare-brise comme larmes. Craig conduisait vite, les jointures blanches sur le volant, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine sans pitié, à un rythme qui n'avait rien à voir avec le rythme. À son arrivée, les lumières de l'unité de soins intensifs étaient tamisées et solennelles.
La chambre de Jason était remplie de machines et d'urgences. Sa peau était pâle, presque translucide, avec un masque à oxygène, des perfusions, une de sa poitrine. Sa mère se tenait au chevet du lit, le visage émacié. Elle leva les yeux lorsque Craig entra. Pas un mot, juste une supplication silencieuse dans ses yeux. Un médecin a pris Craig à part et lui a chuchoté ce que Craig redoutait déjà. « Nous sommes en train de le perdre. Il a besoin d'un miracle ou d'un donneur compatible et il n'y a ni l'un ni l'autre. » Craig regarde à travers la vitre le garçon qui lui avait un jour demandé « Vous n'abandonnez vraiment jamais ?» Puis il a fouillé dans son manteau et en a sorti le magnétophone. Il est entré dans la chambre en faisant un signe de tête à la mère. Elle s'écarta. Craig s'assit à côté du lit et posa délicatement le magnétophone sur le matelas. « Salut Jason, dit-il doucement sans se soucier que le garçon puisse l'entendre. Tu m'as demandé une fois si c'était vrai. Si un homme pouvait continuer à vivre sans battement de cœur, je t'ai répondu oui. » Il appuya sur « play ». Un son doux et pulsé emplit la pièce. Boum, 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 boum. Craig se pencha. « C'est toi, mon pote. Depuis le premier jour où on s'est rencontrés, tu te souviens? Ils l'ont enregistré pendant ton examen. Tu as dit que ça ressemblait au battement d'ailes d'un oisillon. Un petit moniteur a émis un bip. Jason n'a pas ouvert là les yeux, mais Craig a continué à parler. « Tu n'as pas à abandonner, petit. Tu as quelque chose en toi qui est plus fort que le cœur. Cœur. Tu as la combativité. Tu as l'obstination. Tu as la présence. Je sais ce que ça fait, parce que j'ai dû emprunter aussi. » L'enregistreur continuait de jouer. Boum, 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 boum. La main de Jason tremblait. L'infirmière l'a remarqué, le médecin aussi. Craig n'a pas bronché. « C'est ça, murmura-t-il. Continue. » Allez, une autre contraction. Un petit mouvement sur le moniteur. Un pouls, Jason maman halta. Craig tendit la main, prit celle de Jason et la posa contre sa poitrine où rien ne battait, rien bougeait. « Tu sens ça ?» dit-il. « Il n'y a pas de cœur qui bat là, mais je suis toujours là. Tu peux être là. » Et Jason ouvrit lentement, faiblement les yeux. Des larmes coulaient silencieusement sur le visage de Craig. Le garçon essaya de parler, mais n'y parvint pas. Ses lèvres formèrent un mot. « Tu es resté. » Craig acquiesça. Toujours, le premier signe était subtil. Craig avait toujours été méticuleux dans le nettoyage de la zone de transmission. La petite ouverture dans son abdomen, à l'endroit où le câble sortait de son corps. Chaque matin, avec une régularité d'horloge, il s'asseyait près du lavabo de la salle de bain avec des lingettes antiseptiques, de la gaze stérile et cette patience tranquille qu'il appliquait à tout dans la vie. Mais un matin, Laura remarqua quelque chose d'étrange. Une légère rougeur, un peu de gonflement, rien de dramatique. Juste assez pour lui, l'estomac se nouait. « Ça t'a fait mal quand tu l'as nettoyé ?» demanda-t-elle. Rick gaussa les épaules. « Un peu, c'est probablement juste une irritation, mais à la fin de la semaine, l'irritation s'était transformée en une douleur sourde et lancinante. La peau autour de la zone touchée était chaude. Laura, elle a appelé le Dr Patel sans demander à Craig. Ils ont été reçus le jour même. Les résultats des tests sont arrivés le lendemain matin. Craig était assis sous le porche, Hope endormie sur sa poitrine, lorsque Laura est sortie, le téléphone toujours à la main, le visage indéchiffrable. Il savait. « Ils ont trouvé quelque chose ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Une infection ?» dit-elle. « Profonde. Ils craignent que ça se propage. » Il n'a pas parlé tout de suite, il a juste regardé Hope. Son petit poing était serré contre sa chemise, sa respiration était régulière, son poids incroyablement léger. « Quelles sont les options ?» demanda-t-il. « Ils veulent. Essayer des antibiotiques par voie intraveineuse. Des antibiotiques puissants, mais ils ont dit que c'était agressif et que s'y atteignait la circulation sanguine, il a levé les yeux et que ce serait fini. » Elle s'est assise à côté de lui, a doucement pris l'espoir dans ses bras. « Tu n'as pas à prendre de décision aujourd'hui, a-t-elle dit rapidement. Nous allons nous battre comme avant. On a fait des choses impossibles, Craig. » Il sourit. « Je ne pense pas que ce soit un de ces cas-là. » Ses yeux s'embrasèrent. Ne dis pas ça, mais il n'abandonnait pas. Pas vraiment. Il choisissait comment partir, pas dans un lit d'hôpital avec des machines qui faisaient circuler son sang dans des tubes en plastique. Pas entouré d'étrangers et de gens en blouse. Pas sous un plafond de lumière froide, mais ici avec eux. Cette nuit-là, Craig a écrit 3 lettres. Une pour Laura, une pour Hope, à être ouverte le jour de ses 18 ans, et une pour Jason. Il les glissa dans une boîte avec la chemise en flanelle, le magnétophone et la carte postale usée qu'il n'avait jamais envoyée depuis la foire où il avait embrassé Laura pour la première fois.
Puis il la rejoignit dans le salon où elle berçait Hope pour l'endormir. « Tu te souviens encore de cette nuit à la station-service » demanda-t-il, soudainement. Elle leva les yeux, prise au dépourvu. « Bien sûr, je n'avais aucune idée de ce que je faisais sous ce chapeau. Je ne voulais pas que tu partes. » Elle rit, les larmes aux yeux. « Tu as toujours été doué pour feindre la confiance. » Il acquiesça. « J'ai beaucoup fait semblant ces derniers temps. » Elle ne répondit pas. Il s'approcha, lui prit la main. « Je veux être ici, Laura. Je veux voir ses premiers pas, son premier jour d'école. Mais si je ne peux pas, je veux partir tant que je suis encore. Je me sens moi-même. » Elle lui serra la main. « Mais tu es toi-même. » Il la regarda longuement, en silence. « C'est grâce à toi. » La fin se venue tranquillement. Il n'y avait pas de panique, pas de moniteur hurlant dans le silence, pas de chariot de réanimation ni de code d'urgence, juste le doux bruit du souffle d'un bébé et le murmure du vent à l'extérieur de la fenêtre de leur chambre. Craig passa son dernier jour exactement comme il le voulait. Il a gardé espoir pendant des heures, laissant ses petites mains s'enrouler autour de son pouce, souriant à la façon dont son nez ridait lorsqu'elle bâillait. Il lui lut un vieux livre d'histoires usées, d'une voix basse et régulière. Laura était assise à côté, les regardant tous les deux comme quelqu'un qui mémorise un coucher de soleil. Ce soir-là, il demanda quelque chose de simple. « Remets l'enregistrement une fois de plus, » dit-il. Laura ne demanda pas lequel. Elle le savait déjà. Elle alla chercher le petit magnétophone noir, celui qui les avait suivis à chaque tournant de leur vie, et appuya sur « Play ». Boum, 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 boum. Craig ferma les yeux. « Elle m'a sauvé, » murmura-t-il. Avant même qu'elle ne soit née, Laura embrassa son front. Elle grandira en sachant cela. Plus tard, alors que le ciel s'assombrissait, Laura l'aida à se mettre au lit. Pas le lit d'hôpital qu'on leur avait proposé. Leur lit, celui qu'ils partageaient depuis 7 ans, celui où ils s'étaient chuchoté leurs rêves, disputés pour des oreillers, fait des promesses et créé autant de souvenirs. Il était allongé sur le dos, les yeux rivés vers le plafond. « Ça va faire mal ?» demanda Laura doucement. Craig tourna la tête et lui adressa un sourire fatigué. « Je ne pense pas, je pense que ça va juste faire du bruit. » Elle acquiesça, les larmes coulant maintenant librement. « Je ne suis pas prête, tu n'as pas besoin de l'être, » dit-il. « Reste juste là. » Elle grimpa donc dans le lit à côté de lui. Hope dormait paisiblement dans le berceau, et ensemble, sans un bruit, ils regardèrent le ciel dehors passer du crépuscule à la nuit profonde. À 2h47 du matin, Craig prit sa dernière souffle. Il n'y eut ni soubresaut ni halètement, juste une longue et lente expiration. Laura ne pleura pas, tout de suite. Elle resta allongée là, sa main dans la sienne, mémorisant sa sensation, sachant que bientôt même cette chaleur disparaître. Elle resta ainsi jusqu'au lever du soleil. Puis elle se leva doucement, prit l'enveloppe marquée « Laura » et se dirigea vers le porche où ils avaient partagé tant de matins. Le ciel était d'un orange tendre, les oiseaux gazouillaient doucement. Le monde, comme toujours, continuait de tourner. Elle ouvrit la lettre. « Laura, si tu lis ceci, c'est que j'ai finalement épuisé tout le crédit que j'avais emprunté, le temps passe. Ne sois pas triste trop longtemps, s'il te plaît. Non pas parce que ça n'a pas d'importance, mais parce que cela compte trop. Tu étais mon rythme quand le mien s'est arrêté. Tu étais mon souffle quand j'avais oublié comment respirer. Tu m'as donné plus de vie que n'importe quel battement de cœur n'aurait jamais pu le faire. » Dis à Hope que son père était un homme qui est parti en silence, mais qui aimait fort. Et quand je lui manquerai, ce que j'espère pas trop souvent, fais-lui écouter ce son. Pas celui qui est dans l'enregistreur, celui qui est dans ta voix quand tu prononces son nom. C'est là que je vivrai. Toujours Craig. Elle plia la lettre, la serra contre sa poitrine et ferma les yeux. Aucun battement de cœur ne résonnait dans le silence, mais elle pouvait le sentir partout. Les funérailles furent modestes. Craig n'aurait pas voulu autre chose. Juste un rassemblement de ceux qui le connaissaient vraiment, qui avaient vu au-delà de la machine, au-delà du miracle, et avaient découvert l'âme calme et stable qui les avait soutenus tous ensemble. La cérémonie s'est déroulée sous un grand chêne, sur une colline juste à l'extérieur de Houston. Le soleil perçait les nuages de doux rayons, comme un dernier geste de grâce. Il n'y avait ni costume, ni formalité, juste des histoires, des rires mêlés de larmes et un silence si complet qu'il semblait sacré. Jason s'est levé pour prendre la parole. Il était plus grand maintenant, plus fort. Sa peau n'était plus pâle, sa voix n'était plus timide. Une cicatrice dépassait de son col. La preuve de l'implant Elvad posée quelques mois plus tôt.
la preuve de la vie que Craig avait aidé à sauver. Il regarda le petit groupe rassemblé sous l'arbre. Son regard trouva Laura qui tenait bébé Hope sur ses genoux. Puis il baissa les yeux vers le papier qu'il tenait dans sa main. Il n'en avait pas besoin. « J'ai rencontré M. Craig Lewis quand je croyais que j'allais mourir. » Il fit une pause. « Mais il ne m'a pas sauvé grâce à une opération. Il ne m'a pas guéri avec des médicaments. Il s'est assis à côté de moi et m'a laissé profiter du silence et m'a dit que tout allait bien d'être en vie. Il a brandi un petit objet, le répondeur noir. Cet appareil m'a fait entendre les battements de mon cœur. Il m'a dit que c'était un rappel que j'étais toujours là. Mais il m'a aussi dit que même lorsque ton cœur cesse de battre, cela il ne cesse pas d'avoir un sens. Il s'est tourné vers le cercueil. Du bois simple, pas de fleurs. Craig était le seul homme que je connus qui pouvait vivre sans battement de cœur et en laisser un derrière lui. Il a posé délicatement l'enregistreur sur le cercueil. Le vent a emporté les derniers battements à travers la colline silencieuse. Plus tard, alors que le soleil se couchait et que les personnes en deuil s'écoulaient lentement, Laura resta derrière. Hope était assise dans l'herbe à côté d'elle, désormais une petite fille, les mains pleines de pétales qu'elle essayait lancer aux écureuils. Laura baissa les yeux vers sa fille, puis leva la tête vers le ciel. « Tu veux que je te raconte une histoire ?» demanda-t-elle doucement. Hope acquiesça. Alors Laura lui raconta l'histoire d'un homme qui avait autrefois renoncé à son cœur pour rester en vie. Un homme qui vivait sans rythme, mais qui aimait parfaitement. Un homme qui enseignait aux gens qu'être humain n'avait rien à voir avec le battement de son cœur-poitrine, mais de l'espace que tu as fait pour les autres à l'intérieur. Quand elle eut terminé, Hope tendit la main et toucha la poitrine de Laura Poitrine. « Ton cœur bat comme celui de papa ?» Laura sourit. « Non, ma chérie, » répondit-elle. Le cœur de papa ne battait pas comme le mien, mais il aimait de la même façon. Cette nuit-là, après que Hope se fut endormie, Laura s'assit sous le porche comme elle et Craig l'avaient fait tant de fois auparavant. Les étoiles clignotaient doucement au-dessus de sa tête. Le vent soufflait à travers les arbres ressemblent à des soupirs. Elle sortit une dernière carte postale de la boîte que Craig avait laissée derrière lui, celle qu'il n'avait jamais envoyée. Elle représentait un lac tranquille au crépuscule. Au dos, Craig avait écrit « Je n'ai jamais envoyé cette carte parce que je ne savais pas quoi écrire. Finalement, je n'avais pas besoin de le faire. Tu as toujours été le message. » Elle la posa à côté de l'enregistreur, puis murmura d'ennui. « Tu as toujours été le cœur. » Et à ce moment-là, elle le sentit. Pas un battement, pas un son, mais quelque chose de chaud, quelque chose d'entier, quelque chose qui est resté. À ceux qui écoutent maintenant, vous n'êtes peut-être pas confrontés au même choix que Craig. Votre cœur bat peut-être fort, ou peut-être est-il brisé, peut-être est-il fatigué. Mais la question reste la même. Et qu'est-ce qui fait qu'un cœur important? Est-ce le son qu'il fait ou les vies qu'il touche lorsqu'il s'arrête enfin de battre? Nous vous laissons répondre à cette question. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous avez perdu, ou quelqu'un à qui vous tenez toujours, dites-le nous, dites-leur. Car les cœurs ne résonnent pas éternellement, à moins que quelqu'un choisisse d'écouter. Peut-être n'avez-vous jamais vécu sans battement de cœur, mais peut-être avez-vous survécu à une perte, au silence, des moments où vous ne saviez pas ce qui vous faisait tenir. L'histoire de Craig ne concerne pas seulement la science. Elle parle du choix de continuer à aimer même lorsque votre cœur est brisé, même lorsqu'il n'est plus là. Voici donc une question pour vous. Quelle est la chose ou la personne qui fait battre votre cœur? Faites-le nous savoir. Dans les commentaires. Nous serions ravis de lire votre histoire. Et si cette vidéo vous a ému, inspiré ou fait réfléchir, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Car ici, nous ne nous contentons pas de raconter des histoires, nous écoutons les cœurs.